conseils pour un contenu optimisé, visible, intéressant, dynamique. Bon voilà, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit jeu de mots avec le Covid, donc la situation s'y prête plutôt bien. Donc voilà, oui, effectivement, vous devez porter un masque, mais pas votre site. Ah oui, donc je me présente quand même, je suis Zora Belmadi, donc je travaille pour la plateforme Textbroker, qui est une plateforme de rédaction de contenu. Donc on est présent, tout ce qu'on fait en français, on le fait également dans les autres langues, hein, anglais, allemand, italien, espagnol, etc. Donc c'est international. Et on existe depuis 2005, donc on a vu passer pas mal de choses depuis le début du SEO. On fait aussi bien de la rédaction que de la traduction. Et puis voilà, si vous avez des questions après ou si vous voulez me contacter, j'ai mis mon contact, mais que vous avez normalement au moins tous reçu. Et alors, on organise Textbroker un rendez-vous la semaine prochaine, en fait, ça passe tellement vite, le 19 mars. On fait une Digital Marketing League, donc c'est un webinar avec des conférenciers internationaux. Donc ça sera toute la journée, le 19 mars, ça sera tout en anglais, parce qu'on va aborder des problématiques de présence à l'international et comment travailler son référencement si on travaille à l'international. Donc ça va être assez ciblé là-dessus, avec des SEO qui sont très connus, mais dans d'autres pays, pas forcément en France. Voilà le programme. Donc c'est assez dense, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sera parfois beaucoup des rappels, et puis il y aura Olivier derrière qui va rentrer dans le vif du sujet, parfois sur des thématiques. Mais en gros, voilà, je pense que ça, ce sont des choses qui sont importantes quand on travaille son contenu. Ce n'est pas seulement le contenu en lui-même, mais c'est aussi la stratégie qu'il y a derrière le contenu. Hein. C'est rédiger du contenu, juste pour faire du contenu, ça n'a aucun sens. Donc il faut qu'il y ait quand même un minimum de stratégie, et donc on va voir les différents points importants. Et donc le plus important, c'est d'être dans la tête de son client. Donc au départ, si vous vous lancez dans la rédaction, c'est de savoir à qui vous vous adressez. Je pense que c'est une base de marketing, hein, de toute façon, donc, et de vente. Hein, si vous vendez un produit ou un service, si vous êtes un site e-commerce, ou si vous êtes un site d'information, vous vous adressez à certaines personnes en particulier. Donc l'idée au départ, c'est de vraiment essayer de vous mettre dans sa tête, de comprendre ce qu'il veut pour y répondre, pour répondre à son besoin. Quels sont ses centres d'intérêt? Alors il y a une technique marketing très connue qui est de commencer par créer un persona. Donc un persona, c'est quoi? C'est un profil type de personne. Il y a quelques outils, hein. Je crois que sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, HubSpot, on peut créer facilement comme ça un persona. D'ailleurs, je crois que c'est une image de HubSpot que j'ai repris. Donc pour créer son persona, ou plusieurs personas, on peut avoir plusieurs cibles. En fait, c'est sa cible type. Nous, par exemple, chez Textbroker, on a deux cibles bien distinctes. On a les auteurs d'un côté qui vont rédiger des contenus, rédiger les textes, et de l'autre côté, on a des clients qui vont commander des textes. Donc, sur notre site, on s'adresse à ces deux cibles et on va s'adresser à elles complètement différemment. On va avoir parfois même un ton qui va être différent en fonction de si on s'adresse à un auteur ou à un client. Donc pareil, voilà, faites l'exercice pour vous, essayez de définir quelle est votre cible type. Et pour ça, vous pouvez vous poser plein de questions. Hein. Vous pouvez vous poser des questions déjà sur est-ce qu'il est plutôt âgé, est-ce qu'il est plutôt jeune, quels sont ses centres d'intérêt, où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il se connecte d'habitude, est-ce qu'il va plutôt se connecter sur un mobile, sur un desktop, comment il fait ses recherches, est-ce qu'il a des réseaux en particulier, est-ce qu'il fait partie de certains réseaux, est-ce qu'il est sur des groupes LinkedIn, sur des groupes Facebook, voilà, des choses. Vous pouvez vous poser tout un tas de questions. Vous pouvez aussi demander autour de vous, à vos amis, à vos collègues, toi, comment tu ferais si tu devais acheter tel produit, qu'est-ce qui t'intéresserait, quel serait pour toi le facteur de décision pour passer à l'achat. Et vous pouvez glaner comme ça un maximum d'informations et les regrouper. Et donc tout ça, toutes ces questions et ces efforts pour décrire votre cible, ça va vous permettre de vraiment vous mettre dans la peau de l'utilisateur et tenter de savoir ce qu'ils veulent vraiment. Qu'est-ce qu'ils veulent?
Et pour savoir ce qu'ils veulent, vous faites un peu de veille, hein, comme je l'ai dit, vous regardez un petit peu sur les réseaux, là où se trouve normalement votre cible, hein, ce que vous avez identifié, vous allez regarder, hein, soit sur LinkedIn, sur Facebook, auprès d'influenceurs, vous allez observer les tendances aussi sur le web, il y a quelques outils qui existent, voilà, Google Trends, BuzzSumo, sur vous, votre activité, voir un petit peu quelles sont les tendances, est-ce que les gens parlent plus d'un sujet ou d'un autre, voilà. J'ai essayé, moi je ne l'ai pas mis là le truc, mais j'avais essayé sur rédaction web et storytelling. Et en fait, je vois que rédaction web, on en parlait un petit peu moins, et storytelling, on en parlait un petit peu plus. Et c'était vraiment une tendance qui était sur le secteur. Et puis voilà, oui, j'ai mis utiliser son cerveau, mais c'est que ça paraît quand même évident. Si vous voulez trouver ce que veulent vos utilisateurs, vous n'avez pas besoin tout de suite d'aller vous jeter, vous ruer sur un outil. Le principal outil qui est à notre disposition, c'est quand même notre cerveau. Et plusieurs cerveaux, c'est encore mieux. Un petit brainstorming en équipe, voilà, c'est toujours important, toujours utile pour savoir ce que veulent les utilisateurs. Et identifier peut-être aussi les différents types de requêtes. On parle de requêtes informationnelles, navigationnelles, transactionnelles. Bon, qu'est-ce que c'est navigationnel? C'est que l'utilisateur a quelque chose en tête, un service, un produit, donc il va aller sur le moteur de recherche pour rechercher ce produit ou ce service en particulier. Informationnel, il va plus glaner des informations, rassembler des infos. Et puis transactionnel, il est plus sur une phase où il est prêt à acheter, donc il va taper des choses sur le moteur qui vont l'amener à l'achat. Donc voilà, globalement, on passe tous généralement par ces trois phases. Mais c'est intéressant d'analyser, vous, avec la Search Console, par exemple, de voir quels sont les types de requêtes. Et comme ça, déceler un petit peu les intentions qui se cachent derrière les intentions. On reparle encore d'intention, mais je pense que je vais le répéter plein de fois. L'intention toujours qui se cache derrière les requêtes. Voilà, donc ça, on en vient à une étape principale qui est quand même la recherche des mots-clés, même si on parle d'intention, de Google qui comprend le contexte, les mots-clés, ça reste important, hein, ça n'a pas... ça a gardé son intérêt, hein, même si ça a évolué. C'est sûr que Google, avec les dernières mises à jour, notamment Hummingbird et RankBrain, donc Google est capable de comprendre aujourd'hui un contexte. Il y a une intelligence artificielle qui fait qu'il est en capacité d'aller plus loin qu'un simple mot-clé, qu'une simple requête. Donc il va comprendre le contexte. Donc dans la rédaction de contenu, ça va être important, ça. C'est quand même, ça change un petit peu la façon dont on va rédiger les textes. Donc la recherche des mots-clés, elle a deux objectifs principaux. Pour vous, ça va être d'identifier quels sont les sujets et les termes. Quels sont les sujets et les termes qui ont le meilleur potentiel pour vous, en termes de business. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de trouver quand même les mots-clés qui derrière, vont vous permettre d'avoir de la conversion. Donc, identifier ces mots-clés et comprendre donc l'intention qui se cache derrière. Et vous allez faire cette analyse en regardant le volume de recherche sur les mots-clés, et le volume de recherche, donc le volume de recherche, ça va être l'intérêt d'un mot-clé et la faisabilité par rapport à la concurrence. Donc si le mot-clé il est intéressant, il a beaucoup d'intérêt pour vous, mais qu'en revanche il y a beaucoup de concurrence, vous n'allez peut-être pas vous lancer sur la rédaction autour de ce mot-clé. Vous allez peut-être choisir autre chose qui sera plus abordable. Exemple, si vous avez un mot-clé qui est une requête, hein, vous ciblez sac de randonnée. Sac de randonnée, vous regardez, il y a beaucoup d'acteurs, il y a déjà beaucoup de concurrence, il y a déjà beaucoup de contenu, ça va être compliqué. Certes, il y a de la recherche, mais il y a déjà beaucoup de concurrence. Donc vous allez peut-être vous dire, je vais viser un mot-clé plus précis, par exemple sac de randonnée de 50 litres de telle marque. Là, je viens de vous dire ce que c'était qu'un mot-clé de longue traîne. Donc vous allez sur un mot-clé plus précis, une requête plus précise. Il y aura moins de monde qui tape cette requête, mais par contre, vous allez avoir plus de chances de ressortir dans les résultats, de vous positionner sur ce mot-clé qui est plus précis. Voilà, donc les requêtes de longue et de moyenne traîne sont à prendre en considération. Les requêtes conversationnelles aussi, parce qu'aujourd'hui, avec le développement des enceintes connectées, et puis de la façon dont on recherche l'information, on est de plus en plus sur un langage naturel quand on recherche chacun sur
Voilà, sur Google, on va taper des phrases aujourd'hui. Hein. On va poser des questions. Voilà, quel est le meilleur endroit à visiter en Alsace? Voilà, on pose vraiment des questions. Donc ça, vous allez analyser tout ça. Il y a des façons très simples. Hein. Vous allez sur Google, vous tapez les termes, et puis déjà Google vous propose tout un tas d'autres suggestions, hein, la complétion automatique, et puis vous propose des recherches associées. Donc là, vous pouvez déjà glaner des infos. Il y a Answer de Public, qui est un outil gratuit. Vous tapez un mot, et hop, il va vous donner tout plein d'autres questions, tout plein de questions qui sont liées. Donc ça peut être intéressant. Vous rassemblez ces informations pour ensuite les utiliser dans la rédaction de vos contenus. Ah oui, analyser la concurrence, évidemment. Donc ça, c'est aussi une base. Il faut toujours regarder ce que font les autres. Hein. Pourquoi? Pour faire mieux. Parce qu'il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de monde qui publie, qui veulent se positionner, d'autant plus avec la crise du Covid où les gens ont compris ce qu'ils n'avaient pas encore compris, l'intérêt d'être présent sur le web. Et donc, il faut aller regarder ce qui se passe chez vos concurrents, sur quels termes ils se positionnent, quels sont les articles qu'ils publient, et puis essayer de faire mieux. Et vous allez pouvoir utiliser tout un tas de types de contenus. Alors sur les sites, vous avez plein de choses. Alors si vous êtes un site e-commerce, évidemment, des produits, des descriptions de produits, des descriptions de catégories, ça paraît évident de mettre du texte. Hein. Mais parfois, nous, on a des demandes, on voit des sites où il n'y a rien, il y a 2 lignes. Donc forcément, pour se positionner, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc il y a moyen de faire des choses avec des descriptions de produits, des descriptions de catégories, et puis de publier des contenus vraiment d'experts, des guides. Et donc à chaque fois, on va avoir des intentions, des objectifs qui vont être différents en fonction des types de textes qu'on va travailler. Voilà, on ne pourra peut-être pas dire autant de choses sur une description de produit que sur un guide, forcément. Donc il faut essayer de voir toujours par rapport à votre cible ce qui peut être intéressant et quel type de contenu je vais pouvoir produire pour eux. Voilà, donc là j'ai mis un exemple de possibilités. Hein. Il n'y a pas que les textes hein, sur un site internet. On peut publier des études de cas, des vidéos, des webinaires, des infographies. Voilà, je pense qu'il faut essayer de jouer un petit peu avec toutes les possibilités, toujours en fonction de votre cible, hein, en se disant, voilà, ma cible, voilà ce qu'elle recherche, hop, je vais lui publier ça, ça peut être intéressant, ça vous fait du contenu qui va vous permettre de montrer que vous y connaissez dans votre domaine et vous donner de l'information, vous apporter ce que l'utilisateur attend. Alors Thomas en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, l'architecture du site va être importante. L'architecture, donc ça va être le chemin que vous indiquez à la fois au moteur et à l'utilisateur sur votre site. Donc là j'ai mis 2 architectures connues, hein, une en silo où ça va être plus cloisonné, le chemin, on passe déjà par là, ensuite là, etc. Donc on cloisonne un petit peu plus, il y a un maillage qui est précis, et puis là c'est le fameux topic cluster qui est à la mode, donc avec une page pilier, et puis ensuite on traite, donc on a une page principale, et puis ensuite donc une page principale qu'on appelle la page pilier, et ensuite dans cette page pilier on parle de sujets, mais on les traite plus précisément dans d'autres pages. Voilà. Et puis on fait les liens, donc ça permet d'avoir. C'est une structure, c'est des choix de structure à définir, je pense, en fonction toujours de votre cible, de votre public, et puis de votre analyse des mots-clés que vous avez effectués précédemment, surtout. Hein, donc en fonction de ce que vous avez identifié. Et alors, pour voir un peu quel est le maillage visuellement, je pense que tu l'as cité ce matin, où il y avait une image. Il y a des outils qui existent, il y en a plein. Hein. Cocon.se, par exemple, c'est très visuel et vous voyez vraiment tous les liens à l'intérieur. Et puis il y a aussi Screaming Frog qui est apparemment bien aimé des SEO. Voilà, moi personnellement je ne l'utilise pas, mais je pense qu'il est très utile. Et puis vous pouvez essayer de faire ça au départ avec un simple mind map, hein, une carte mentale. Hop, vous réfléchissez, votre cible, voilà ce qu'elle aime, les sujets que j'ai identifiés, et vous créez votre mind map. Il y a plein d'outils gratuits. Et donc plus vous allez pouvoir imaginer comme ça les futures pages de votre site, plus vous allez pouvoir préparer aussi, anticiper votre rédaction web. Donc ça, c'est important, l'anticipation et la préparation. Et donc, on en arrive à un point important, j'ai un plan. Donc, important d'avoir un plan, calendrier éditorial, d'être organisé, régulier, voilà, c'est de l'organisation, hein,
Ça paraît évident de le dire, mais parfois, il y a des personnes qui se lancent, oui, il faut faire du contenu, c'est bon pour Google, hop, hop, hop. Et puis, ils listent des sujets, et puis ils font de la rédaction, mais c'est pas planifié. Donc, Textbroker, on n'est pas forcément un modèle. Donc, parfois, on lance des sujets et sans mais bon, ça commence à évoluer. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de planifier, et puis peut-être de se dire, bah, quand on planifie au fur et à mesure du temps, hein, sur 12 mois par exemple, ou sur 6 mois, déjà pas mal, il y a des événements qui vont se passer de l'année, et de se dire, ah bah tiens, ce sujet, effectivement, il est important pour mes utilisateurs, et je pourrais le relier à tel événement qui se passe, un salon, une fête, voilà, la Saint-Valentin, etc., des événements, voilà, fête, c'est pas trop en ce moment, un déconfinement, voilà, hop, je vais faire un article, on est déconfiné la semaine prochaine, il n'y a plus de couvre-feu, hop, voilà, et je peux comme ça saisir des occasions, si j'ai un planning, je peux l'améliorer avec les événements qui se passent au cours de l'année, quoi. Voilà, donc ça c'est un planning. Et oui, donc si vous faites bien un planning et que vous planifiez les différentes rédactions, les différents contenus, bah, vous allez être dans une cohérence de la ligne éditoriale. Et ça, c'est super important. Travailler, enfin, chacun devrait avoir un briefing éditorial. C'est quoi un briefing éditorial? C'est ce qui est important, c'est votre image de marque. C'est que proposez-vous? Quelle est votre proposition unique de valeur? En quoi vous vous différenciez des autres? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Voilà. Ça doit être dans votre charte éditoriale. Je suis là parce que j'offre tel et tel service et je les offre de cette façon-là. Voilà. Ça doit apparaître dans une charte éditoriale. Que vous écriviez vos textes vous-même, ou alors que vous les externalisiez à une plateforme, ou que vous ayez des équipes en interne, vous devriez toujours avoir ça écrit noir sur blanc quelque part, une charte éditoriale. Et à l'intérieur de la charte, vous allez parler du style, du ton que vous souhaitez utiliser sur vos contenus. On ne va pas s'adresser de la même façon si on a une cible de jeunes ou si on a une cible de personnes âgées. Et donc, c'est important de l'écrire, de définir quelle est la ligne éditoriale. Je vous ai mis un lien vers un briefing de rédaction que nous, Textbroker, on utilise, c'est une trame. C'est juste une trame type, mais ça peut vous donner une idée de tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur d'un briefing. Voilà, tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur d'un briefing. Et ça va servir à avoir aussi une cohérence. Si vous avez plusieurs rédacteurs, ils n'ont pas de ligne de conduite, ils vont chacun adopter chacun a son style. Hein. Il peut y avoir 3 très très bons rédacteurs, mais ils ont un style qui leur est propre. Chacun a son style. Donc l'idée, c'est d'essayer d'uniformiser ce style, que chacun ait en tête le même objectif, sache qu'on s'adresse à nos utilisateurs de cette façon. Et donc voilà, la charte éditoriale, importante dans la rédaction. Mes lecteurs sont addicts de mes contenus. Ben oui, c'est le but. Hein. Il faut que vos lecteurs aient envie de lire vos contenus, aient envie de revenir toujours sur le site parce qu'ils savent qu'ils vont trouver de l'information intéressante. Donc ça va travailler en même temps votre image de marque, hein, quelque part. Parce que les contenus que vous allez publier sont importants. Hein. Quels que soient les secteurs d'activité, je pense qu'il y a possibilité de produire des contenus. Hein. Il y a toujours la possibilité. Il faut leur donner envie de revenir. Petite parenthèse sur ce que Google veut, sur l'EAT. Qui ne connaît pas, qui n'a jamais entendu parler d'EAT? Voilà, donc on va en parler. Donc rapidement, EAT, Expertise, Autorité, Trust. Donc ça, c'est ce que Google, ce qu'il veut, c'est apporter la meilleure réponse possible qu'il soit à l'utilisateur. Donc pour ça, il se base sur ce qu'on appelle le score de AT, même si je ne sais pas s'il y a un score en particulier, mais voilà, il n'y a peut-être pas de score, mais globalement, c'est un terme qu'on utilise, expertise, autorité, trust. Il faut que Google puisse savoir que votre site, vous êtes expert, vous publiez des contenus de qualité, vous faites autorité dans votre domaine. Vous faites autorité comment? On parle de vous, on vous fait un lien par exemple, ça montre qu'il y a une certaine autorité. Et vous êtes un site de confiance. Ce que vous publiez, l'utilisateur est en sécurité sur votre site, il y a l'HTTPS, il y a des mentions légales, il y a des moyens de paiement sécurisés. Voilà, ça montre que votre site est un site de confiance. Donc c'est ce sur quoi il faut tendre quand vous publiez des contenus. Essayez de toujours vous dire
je publie, vous pouvez lire hein, les guidelines de Google, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, c'est ça, c'est toujours, on en revient toujours au même, c'est vous faites de la qualité, ou alors vous ne publiez pas de contenu. Sinon, Google ne vous positionnera pas. Donc il faut essayer d'avoir toujours, de respecter, de montrer que vous êtes expert, de montrer que vous faites autorité dans le domaine et qu'on peut vous faire confiance grâce à la qualité qu'il va y avoir sur votre site. Donc voilà, tu l'as dit ce matin, Google est un obsédé textuel et pour lui, la taille compte. Voilà, la taille compte. Donc ouais, j'ai mis une petite... voilà, j'ai trouvé ça en recherchant, j'ai oublié la source, pardon, mais vous tapez sur Google, sur le moteur corrélation taille des mots et position, vous allez retrouver sur ce schéma. Donc il y a une corrélation qui est claire entre le nombre de mots qui est publié et le positionnement sur Google. Plus vous publiez de mots, plus vous avez des textes longs, mieux c'est. Simplement, il ne faut pas dire n'importe quoi. Si vous n'avez rien à dire, ben non, vous n'allez pas faire 2000 mots pour faire 2000 mots alors que vous n'avez pas à écrire pour 2000 mots. Enfin, ça paraît juste logique. Mais parfois on oublie, en fait, on est tellement la tête dans le guidon à vouloir faire du SEO, à avoir des positions, que ben, on oublie l'essentiel. Si vous n'avez pas suffisamment à dire, ben, ce n'est pas la peine. Ça sera contre-productif parce que si vous brodez, à l'utilisateur, il va s'ennuyer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va partir et vous aurez un taux de rebond et ça va être négatif. Taux de rebond, c'est quand l'utilisateur il vient, il regarde, et hop, il repart, il recherche autre chose. Donc la taille, oui, c'est bien. Plus vous avez de mots, mieux c'est. À partir du moment où il y a des choses à dire, quoi. Et souvent, il y a des choses à dire quand on a bien analysé les requêtes des utilisateurs, quand on a vu toutes les questions qui pouvaient se poser. Il y a souvent des choses à dire. Quel texte à pile. Voilà, votre texte, il doit, il doit capter l'attention. Voilà, vous devez captiver celui qui vient sur votre site et faire en sorte qu'il reste. Donc, il y a un principe qui est assez répandu, qui est la pyramide inversée, qui est bien. Voilà, c'est bien parce que c'est bien aussi pour Google, pour les moteurs. Donc, vous donnez les informations les plus importantes tout de suite au début du texte. Tout de suite. Alors, généralement, on répond aux questions qui, quoi, où, comment, etc. Classique, hein, je pense. Donc voilà, vous répondez à toutes ces questions tout de suite d'emblée. Alors vous n'allez pas rentrer tout de suite dans les détails, forcément. Ben, vous y allez progressivement, tac, tac, tac. Et puis ben, vous allez petit à petit dans le vif du sujet, et puis dans les détails. Et puis après, si vous avez aussi un topic cluster, ben, vous pouvez faire des liens vers des sous-sujets. Donc voilà, mais en tout cas, la structure du texte, tout de suite vers l'essentiel, ce qui va être bon aussi pour les personnes qui consultent le texte sur mobile. Il a tout de suite les informations essentielles. Et voilà, et ça c'est bien. Et puis il faut soigner l'introduction par la même occasion. Moi, mon titre, ben voilà, en rédaction, le titre, c'est important aussi. Voilà. C'est un titre soigné, c'est un titre qui sera bon à la fois pour les lecteurs, parce qu'ils voient tout de suite de quoi on parle. Le titre, c'est la promesse, voilà, la promesse que vous faites au lecteur. Voilà. Qu'est-ce qu'il va découvrir de votre article, de votre texte? Donc le titre doit être percutant, il doit contenir quand même un mot-clé principal, hein, répondre à la problématique et se démarquer par sa tournure, son angle. Voilà, on annonce clairement une promesse. Bon, là, j'ai mis par exemple « Que faire en Alsace au printemps ?» Quel temps de choisir pour un bivouac sur 3 jours? Exemple, voilà, voilà. Le titre, voilà, il doit être percutant, il doit quand même accrocher. Maintenant, il faut que le texte derrière réponde à la promesse. Hein. Si vous faites un titre... comment dire, putaclic, hein, je ne sais pas quel est l'autre terme, et voilà, et que en fait derrière c'est creux, ça ne sera pas bon. Donc vous devez répondre à la promesse qu'il y a sur votre titre. Et des sous-titres aux petits oignons, ma foi. Donc si vous avez la possibilité de répondre aux questions que se pose l'utilisateur dans les titres aussi, hein, vous pouvez avoir des questions dans les titres, hein, et c'est bien. Donc ça doit être plutôt court. Plutôt court. Après, nous, en rédaction, on nous demande souvent des textes plutôt courts. Hein. Voilà, on va nous limiter, on va nous dire 70 caractères. Maintenant, si vous faites plus, c'est pas grave. Hein, mais simplement, c'est vrai que ça peut être bien d'avoir des titres courts. L'utilisateur, on est tous des utilisateurs. Quand on lit un texte, on lit parfois en diagonale. Donc c'est vrai que d'avoir des petits titres qui sont courts, on a rapidement l'information qu'il va y avoir dans le texte. Et puis si on consulte sur mobile, c'est plus facile aussi, c'est plus, voilà, au niveau du confort, c'est plus simple.
Les requêtes, toujours importantes, hein, si possible, dans les sous-titres. Après, il faut que ça reste cohérent par rapport à ce que vous voulez dire dans le texte. Hein. S'il n'y a pas possibilité de le faire, bon, tant pis, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit intéressant. Oups. Court et lisible sur tous les supports, voilà. Le courant passe, on se comprend. Voilà, donc le contenu doit être parfaitement lisible, compréhensible, intelligible. Donc comment? Généralement, on va essayer de faire des paragraphes plutôt courts, de traiter une idée par paragraphe. C'est inutile de vouloir traiter trop de choses sur un paragraphe. Généralement, on va plutôt essayer de dire, bon, un paragraphe, je traite une idée. Des paragraphes plutôt courts, ce qui va être aussi favorable si on consulte sur mobile ou tablette. Des phrases courtes, des phrases claires, voilà. Bon, après, c'est pas toujours évident de faire c'est pas toujours évident de faire que des phrases courtes. C'est vrai que c'est bien parce que c'est plus facile à comprendre. Maintenant, l'œil peut être un petit peu gêné, enfin, ça peut être un petit peu trop saccadé. Donc, moi, je pense que c'est bien aussi d'avoir parfois des phrases longues, mais après, les phrases longues, il ne faut pas que ce soit des phrases voilà, compliquées avec des subordonnés, des mots complexes. Sinon, ça fatigue aussi l'œil et ça fatigue le cerveau aussi. Donc, l'idée, c'est de trouver un juste milieu avec des phrases courtes, des phrases un peu plus longues, mais pas trop. Voilà. Aérer le texte avec des listes à puces. Les listes à puces, c'est bien pour l'utilisateur, c'est bien pour Google. Ça structure l'article. Et puis nous, on mémorise plus l'information avec des listes à puces, c'est plus facile de les mémoriser. La mise en gras dans le texte, pas forcément des strongs, ça peut être du bold, hein, tout simplement. Donc mise en gras, des informations qui sont importantes. Pareil, toujours dans l'idée qu'on peut lire le texte en diagonale et on voit tout de suite les choses importantes. L'orthographe, la grammaire, la syntaxe, bien évidemment. Donc ça, pas de faute dans les textes, c'est juste quand même une base. Et varier aussi le vocabulaire. Comme Google a beaucoup évolué, il est capable de comprendre un contexte, donc utiliser des variations, des termes, des synonymes. Enrichissez, en fait, il faut enrichir le texte et donner un vocabulaire riche. Voilà, si je dis l'Alsace, c'est beau, ok, c'est vrai, mais c'est un peu basique, quoi. Donc, essayez de... Voilà, on a des arbres magnifiques, majestueux, on entend le bruissement du vent dans les arbres. Donc il y a possibilité toujours d'enrichir en utilisant des mots et en utilisant toute la richesse du vocabulaire qu'on a à notre disposition. Storytelling, alors oui, storytelling, c'est aussi un mot à la mode qu'on a vu beaucoup passer chez nous à TextBroker. Oui, il nous faut du storytelling. Ok. Le storytelling, en gros, c'est quoi? C'est essayer de raconter un peu une histoire. En fait, l'idée, c'est de donner de l'émotion, de faire en sorte que l'utilisateur qui lit le texte s'identifie. Par exemple, si vous avez un produit à vendre, au hasard un sac de randonnée, donc si vous avez un produit à vendre, le mettre en situation, voilà, avec ce sac de randonnée, j'ai pu porter toute la journée mon sac sans avoir mal au dos. Enfin, j'ai pas d'idée là tout de suite, j'ai pas préparé, mais voilà, vous pouvez essayer de raconter un peu une histoire autour du produit. C'est tout à fait possible, même sur des fiches produits, même si c'est court, on arrive à raconter une petite histoire. En tout cas, ce qu'il faut, c'est essayer de mettre en situation le produit, mettre en situation de manière à ce que le lecteur en fait s'imagine. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on crée un petit peu d'émotion. Voilà, je ne sais pas, au niveau timing, je parle un peu vite. De la finesse dans le texte, bah oui, alors oui, on a tous des requêtes à insérer dans les textes, nous dans les briefings qu'on voit passer chez TextBroker, il faut insérer tel et tel et tel terme. Ok, mais de la finesse, quand on rédige le texte, on ne doit pas voir que les mots-clés ont été insérés, on ne doit pas voir qu'il y a eu des requêtes qui nous ont été demandées, donc il faut que ce soit une écriture fluide et naturelle. Et si ça nuit à la lecture, eh ben on ne le met pas, tout simplement. On ne le met pas, on l'enlève, tant pis. Mais il faut vraiment que le texte reste naturel, le plus naturel possible. Et d'ailleurs, nous, nos rédacteurs, à la fin, ils le font tous, c'est des rédacteurs web, ils ont quand même l'habitude. Donc, ils se relisent. Et en fait, à la relecture, ils enlèvent, ils donnent de l'information vraiment essentielle, pas de choses superficielles. Et donc, ils vont écluser. Tout ce qui n'est pas vraiment, tout ce qui n'apporte pas une information utile, c'est pas la peine de le mettre. Voilà. Donc, on écluse.
Alors, si vous avez besoin d'aide, bon, Textbroker, on est là. Si vous voulez en savoir plus, parce qu'il y a plein de choses à dire, vraiment plein de choses à dire sur la rédaction, les outils de rédaction. Il y a des outils d'aide à la rédaction aussi qui sont bien faits. Il y en a plein sur le marché de plus en plus. Donc, on a fait un article très complet qui est en 2 parties, tellement il y avait de choses à dire, donc qui est consultable sur le site d'Abondance. Voilà, on a les mêmes, les mêmes sources avec Thomas. Mais voilà, vous pouvez aller lire. Il y a plein d'infos. Bon, l'UX, évidemment, je ne vais pas m'attarder là-dedans, chacun son métier, mais voilà, le dire en image, c'est quand même important sur un texte d'avoir effectivement des visuels. Hein. Il ne faut pas que ce soit un texte, c'est quand même assez lourd. Hein, donc des visuels, c'est plus sympa. Et puis une image vaut mieux que 1000 mots. Donc voilà, des visuels, ou si vous pouvez, des vidéos, hein, des infographies, il y a plein de... Dès que vous avez la possibilité de mettre une illustration, c'est bien pour le lecteur et du coup, c'est bien pour Google. Il faut toujours que ce soit pertinent, pareil, ne pas faire juste pour faire. Oui, alors voilà, ça c'était un truc que j'ai eu de quelle source, je ne sais plus. Cooler Insights, qui date un peu, mais en gros qui dit que 40% des gens interagiront plus avec une info visuelle que uniquement avec le texte. Bon, je pense que les chiffres, ils ont un peu évolué depuis, mais l'idée est là, quoi. Hein. Toujours dans l'expérience utilisateur, bah oui, le multi-device, on est tous aujourd'hui, qui ne consulte pas des pages sur son mobile, voilà, à moins d'être reclus dans un refuge au fin fond de la montagne, on fait tous des requêtes mobiles. Donc, dans la rédaction, il va y avoir des bonnes pratiques pour que ça soit fluide, clair, agréable sur desktop ou sur mobile. Donc, en gros, tout ce que je vous ai dit un petit peu avant, si vous l'appliquez, ça devrait être sympa aussi pour le mobile. Des titres courts, des paragraphes courts, l'information tout de suite importante au début. Après, c'est de l'UX. Donc là, si vous n'y connaissez pas en UX, faites appel à un professionnel qui pourra vous donner et vous aider à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est d'avoir des choses qui soient agréables, avoir les informations en pensant toujours à la ligne de flottaison. C'est-à-dire, on doit voir les informations qui, pour vous, sont importantes, qui vont vous rapporter voilà, du business tout de suite en haut et facilement visible, avec des mots bien mis en gras. On peut cliquer sans cliquer sur un lien à côté, parce que avec le doigt. Voilà, donc ça, c'est un peu du X. Voilà. Des boutons qui sont clairement identifiables, hiérarchiser l'info, voilà. Pas de duplicate, voilà, on se répète un petit peu, mais c'est vraiment important. C'est pas bon le duplicate, non, c'est pas bon. Le Google le pénalise, donc ne faites pas de duplicate. Et si vous êtes un site marchand et que vous avez des fiches produits que vous mettez sur des marketplaces, idéalement, faites-en des différentes. Voilà, parce que vous n'avez aucune chance de ressortir avant Amazon, par exemple. Donc, ça paraît... Voilà, encore, c'est un peu du bon sens, quoi. Voilà, donc après... oui, pour vérifier si vous avez du duplicate, il y a des outils. Alors, nous, Textbroker, on a 3 logiciels anti-plagiat, mais il y a des outils qui existent sur le marché, qui est le Duplicate, Copyscape. Voilà, je ne les connais pas tous par cœur, mais vous tapez sur Google, vous les trouvez, il y en a plein. Hop. Donc là, j'ai mis quoi? J'ai mis, ah oui, un exemple. Alors ça, c'est voilà, fondamentaux, base du SEO. Hein. Si vous ne savez pas ça, voilà, prenez une photo. Donc la title, évidemment. Hein, la title avec le nom de la société, le nom de votre marque, votre mot-clé principal. La géolocalisation aussi, elle est importante pour vous. Hein. Pas forcément, si elle est importante pour vous, ça peut être bien. Bon, une taille qui est conseillée. Maintenant, c'est pas, voilà, il ne va rien vous arriver si vous dépassez un petit peu. L'URL, courte, des mots-clés séparés avec le petit tiret. La métadescription. Donc pareil, la taille, je ne sais pas, ça bouge tout le temps. Je ne sais même pas. Est-ce qu'il y a une taille maximale, Olivier, tu sais ou... Non, voilà, donc la métadescription, ça c'est voilà, ce qu'on nous conseille. Nous, ce qu'on voit plus souvent passer dans les briefings, c'est ça. C'est une métadescription qui ne dépasse pas 230 caractères. Ok, maintenant, c'est pareil, il va rien vous arriver si vous faites 300 caractères ou un petit peu plus. C'est juste que Google affichera une partie peut-être, et encore. Des mots-clés à l'intérieur, si possible. Là, c'est plus voilà, pour donner une information rapide. Voilà. Évidemment, la vitesse de chargement de votre site, hein, 3 secondes, je crois, hein, c'est le temps...
le temps avant que l'utilisateur se barre. donc attention, sur votre site, ça doit être rapide. Pareil, il y a des professionnels qui, si vous avez un petit site, ça va aller, hein, vous compressez vos images, etc. Mais si vous avez des sites un peu plus gros, la tâche peut être un petit peu plus ardue. Donc il y a des professionnels comme Fasterize qui peuvent vous aider. Voilà, là j'ai rassemblé un peu tout ce que je viens de vous dire sur une page. Ce qui est important pour avoir une page qui soit optimisée aussi pour le SEO. Donc titre H1, les sous-titres H2, H3, toujours avec, je l'ai rappelé hein, quand même, parce que des fois on oublie, de l'information utile, du contenu riche, répondre aux attentes de l'utilisateur. C'est ça qu'il faut. Varier le champ lexical, répondre aux questions des utilisateurs. Donc ça, on peut s'amuser, mettre ça les questions hein, dans les H2, H3. Si vous avez une image, pas oublier balise alt, le bon format, un nom descriptif de l'image. Voilà les titres, que j'ai mis encore, sous-titres. Voilà, bouton de partage, hein, parce qu'il faut aussi favoriser le partage sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai fait une petite parenthèse aussi sur les données structurées. Il y a beaucoup de choses à dire sur les données structurées. J'ai mis un article que j'ai trouvé, que je trouvais bien fait sur Zuka. Donc voilà, pouvez-vous prendre plus d'infos là-dessus. Donc voilà, si vous appliquez tout ça, plus ce que j'ai dit avant, normalement vous avez un contenu qui pétille. Voilà. Vraiment, vraiment bon. Et pour mettre encore un petit peu plus d'étincelles, eh bien, il faut donner un peu de jus au contenu. Voilà, un petit peu de jus pour faire tout péter. Donc, qu'est-ce que j'ai raconté là-dessus? Bah oui, après, hop, voilà. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Guider l'utilisateur vers les pages qui sont pour vous les plus importantes, qui ont le plus d'intérêt, et aussi qui sont importantes pour l'utilisateur. Donc voilà, maillage interne, j'ai remis, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, soignez les encres, vous n'allez pas faire cliquer ici, s'il y en a qui le font encore. Voilà, vous mettez une encre qui correspond à la requête. Vous guidez, bon, voilà, vous réfléchissez à ce qui est malin pour l'utilisateur et pour vous. Maillage externe, donc là j'ai mis privilégier le naturel, comme il a dit Thomas. Voilà, maintenant, il y a plein de plateformes de liens aussi qui existent, qui vont pouvoir voilà, vous faire des liens. C'est une pratique qui est pénalisée par Google. Maintenant, si vous le faites, voilà, j'ai dit OK pour quelques injections, tant que ça reste globalement sobre. Quelques outils assez connus sur le marché, voilà, auxquels vous pouvez faire appel pour vous aider dans cette démarche. Il est bon, il est frais mon contenu. Donc oui, sur vos pages, essayez toujours d'avoir des contenus qui soient mis à jour. Quand vous faites une mise à jour, vous donnez aussi un signal à Google voilà, que votre contenu a été mis à jour. Et donc lui, il va repasser, sur votre site. Et donc c'est bien. Et puis en même temps, vous donnez des raisons à l'utilisateur de revenir consulter, consommer vos contenus. Et puis si vous n'avez pas toujours la possibilité de mettre à jour, ou alors si vous dites ce contenu-là, je mets une date, après demain il va falloir que je la change, faites un contenu impérissable, evergreen, voilà, comme ça vous n'avez pas besoin tout le temps de mettre à jour. Et puis rajoutez systématiquement, hein, si vous rajoutez de l'information, c'est bon pour l'utilisateur, c'est bon pour Google. On sait que sur votre site, ça bouge, il y a de l'activité. Voilà, vous êtes expert dans votre domaine, vous nous donnez à manger des contenus instructifs, donc c'est bien. Youpi, on parle de moi. Un bon contenu est encore meilleur quand il est partagé. Donc, oui, favoriser la diffusion des contenus sur les réseaux sociaux pertinents selon la cible hein, sur laquelle il se trouve. Hein, s'il n'y a aucun de vos clients qui est sur Facebook, pas la peine. Donc là, pareil, toujours regarder par rapport à votre audience où elle se trouve et favoriser donc, la diffusion. Pourquoi pas faire appel à des influenceurs ou même former vos propres équipes hein, ou vos collègues, vos collaborateurs à devenir pour vous un influenceur et avoir une stratégie de lien qualitatif, voilà, toujours basée sur votre expertise et votre autorité. On arrive au bout. Ah oui, et je vous en ai mis 20. Hein. En bref, voilà, c'est un cycle, hein, cette démarche de rédaction des contenus. Donc voilà, la recherche des mots-clés, planifier, briefer les auteurs, passer à la création de contenu avec toutes les bonnes pratiques, toujours en gardant l'utilisateur
et la volonté de donner vraiment des contenus instructifs, de dire des choses utiles hein, qui vont apporter de la valeur. La diffusion, on regarde ce que ça a donné, la Search Console, d'autres outils, voilà, on mesure les résultats, on ajuste et on recommence. Voilà, ça c'est infini, c'est infini. Et il faut toujours faire mieux que les autres. Voilà, devenir un véritable expert de votre domaine. Voilà. Et puis, ça ne marche pas toujours, mais petite slide motivationnelle. En essayant continuellement, on finit par réussir parce que donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Voilà. Merci à tous pour votre attention. J'en ai fini pour ma part.